de me montrer. Parce que je ne me suis pas montrée du tout depuis 11 ans. Et Elle avait tout pour vivre éternellement. Et pourtant, ce matin-là, même la légende a dû s'éteindre. Comment dire adieu à une femme qui n'a jamais accepté de vieillir sous le regard des autres? Ce dimanche 28 décembre, à l'aube, une nouvelle a figé la France entière. Brigitte Bardot s'est éteinte, loin des caméras, dans le silence de la Madrague. À 80 ans, celle qui incarnait la liberté, la beauté et l'insolence a quitté ce monde, entourée de fleurs, de larmes et de ceux qu'elle a aimés. Avant de revenir sur les derniers instants d'une icône, prenons un instant pour mesurer ce que cette disparition signifie vraiment. Mort de Brigitte Bardot, avec des fleurs et des larmes, adieu à la légende du cinéma français. Ce que beaucoup ignoraient, c'est que cette disparition n'a pas été soudaine, mais le dernier chapitre d'un long combat silencieux. Brigitte Bardot s'est éteinte ce dimanche 28 décembre au petit matin, après des mois d'hospitalisation répétée et une santé fragilisée. Dès 1984, diagnostiquée d'un cancer du sein, elle avait fait un choix radical. Refuser la chimiothérapie, par conviction intime, assumée des années plus tard. Retirée à la Madrague, loin du tumulte, elle a affronté la maladie à sa manière, entourée de son dernier époux, Bernard Dormal, jusqu'à son dernier souffle. Une fin discrète, pour une vie qui ne l'a jamais été. Et si la question n'était pas celle d'un jour précis, mais celle d'un lent effacement que personne n'a vraiment voulu regarder en face. Ce segment s'inscrit volontairement dans une lecture documentaire et symbolique, non comme l'annonce d'un fait médical, figé, mais comme l'exploration d'une fin de règne intime, celle d'une légende arrivée au seuil de sa propre histoire. Brigitte Bardot n'est pas ici un corps que l'on compte, mais une figure que l'on interroge. Pendant des mois, les signaux faibles se sont accumulés. Les absences répétées, les hospitalisations évoquées à demi-mot, le silence croissant autour de la Madrague. Aux yeux du public, tout semblait figé dans une image rassurante, celle d'une icône retirée volontairement, protégée par les murs d'une propriété mythique. Mais derrière cette façade immobile, une autre réalité se dessinait, plus fragile, plus âpre. Celle d'un combat mené loin des caméras, loin des hommages, loin même du récit officiel. La lenteur devient alors un mot clé, une lente agonie symbolique, faite de douleurs tues, de décisions radicales, de refus assumés. Bardot n'a jamais accepté d'être réduite à un simple corps à réparer. Dès les années 1980, ses choix médicaux, incompris ou jugés, traduisent une constante, rester souveraine de sa vie jusqu'au bout. Cette souveraineté, admirée par certains, critiquée par d'autres, éclaire aujourd'hui d'un jour nouveau les dernières années de retrait. Non pas un abandon, mais une cohérence. Car comment comprendre cette fin sans revenir à ce qu'elle a été pour la France? Au milieu des années 1950, Bardot n'incarne pas seulement une actrice à succès. Elle fracture l'imaginaire collectif. Avec « Et Dieu », créé à la femme, elle impose une féminité inédite, désirante, libre, non repentante. Une femme qui n'existe pas pour être validée, mais pour être vécue. Ce choc culturel dépasse le cinéma. Il traverse la mode, les mœurs, le rapport au corps. Bardot devient un langage à elle seule. Mais ce langage a un prix. Être symbole, c'est être prisonnière de ce que les autres projettent. À mesure que les décennies passent, l'icône se durcit, tandis que la femme se replie. Derrière la célébrité mondiale, une solitude profonde s'installe. Peu de gens parlent de cette fatigue morale, de ce sentiment d'avoir été aimé pour une image plus que pour une personne. Et lorsque la lumière s'éteint, il ne reste souvent que le silence. Dans cette perspective, la fin évoquée ici n'est pas un événement brutal, mais un processus. Une extinction progressive de la présence publique, un retrait presque monastique, où seuls les animaux, les combats éthiques et un cercle extrêmement restreint subsistent. La Madrague devient alors moins un lieu de retraite qu'un ultime rempart. Un espace où l'on choisit qui l'on laisse entrer, et surtout ce que l'on refuse encore de donner,
son intimité. La question centrale surgit alors, inévitable, comment une femme qui a incarné la vie, le désir et la liberté a-t-elle pu traverser cette dernière période dans une telle discrétion, presque dans le froid? Est-ce la cruauté du temps, l'ingratitude de la célébrité, ou le choix assumé de ne pas transformer sa fin en spectacle? Peut-être un peu des trois. Ce récit n'impose pas de réponse définitive. Il invite à regarder autrement, à comprendre que certaines légendes ne meurent pas dans le fracas, mais dans un retrait maîtrisé, presque austère. Et que ce silence final, loin d'être vide, est parfois le dernier acte de liberté. Alors au fond, la question demeure ouverte et dérangeante. Savons-nous honorer une icône autrement qu'au moment où nous croyons la perdre? Ou ne comprenons-nous la portée d'une vie qu'une fois le mythe devenu irréversible? Et si la vraie question n'était pas quand tout s'est arrêté, mais comment ces derniers mois ont lentement fait basculer une légende hors du monde? Dans cette approche documentaire, hypothétique et réflexive, il ne s'agit pas d'acter un décès, mais d'explorer les signes d'une fin possible, ressentie, redoutée, presque annoncée, à travers une succession d'épreuves physiques qui ont profondément marqué les derniers mois de Brigitte Bardot. Depuis plusieurs mois, le rythme de sa vie s'est réduit à l'essentiel. Loin des apparitions, loin des mots publics, le corps a commencé à imposer ses limites. À l'automne, une première hospitalisation à l'hôpital privé Saint-Jean à Toulon a suscité une inquiétude sourde. Officiellement, il n'a été question que d'une intervention chirurgicale liée à une pathologie grave, sans davantage de précision. Mais ce silence médical, inhabituel pour une personnalité d'une telle stature, a immédiatement éveillé les soupçons. L'hospitalisation s'est prolongée plus de 3 semaines, signe que l'épreuve dépassait largement le cadre d'un simple acte de routine. Lorsqu'elle regagne finalement sa maison de la Madrague, ce lieu devenu mythique se retourne à rien d'un soulagement triomphal. Il ressemble plutôt à une parenthèse fragile, un temps suspendu, accordé au repos, à la récupération, peut-être aussi à l'introspection. Là-bas, face à la mer, Bardot a toujours voulu rester maîtresse de son rythme, de son espace, de son silence. Mais même ce refuge n'a pas suffi à contenir l'usure. Le 24 novembre, une nouvelle hospitalisation survient, discrète, presque clandestine, une dizaine de jours à l'abri des regards, sans communiquer, sans images, sans déclaration. Comme si tout devait se dérouler hors champ, loin du récit médiatique. Ces épisodes ne sont pas isolés. En janvier 2023 déjà, elle avait été hospitalisée pour de graves troubles respiratoires. À l'époque, l'inquiétude avait brièvement traversé l'opinion avant de retomber, rassurée par quelques mots laconiques. Mais rétrospectivement, ces alertes successives dessinent une continuité, celle d'un combat long, éprouvant, mené sans bruit. Un combat qui contraste violemment avec l'image solaire, libre et conquérante qui a façonné la légende Bardot pendant des décennies. Ce qui frappe, dans cette période, c'est l'absence totale de mise en scène. Pas de message public, pas d'appel à la compassion, pas de récit héroïque. À rebours de notre époque, Bardot ne transforme pas la fragilité en discours. Elle la garde pour elle. Cette retenue, certains y voient de la pudeur, d'autres une forme d'orgueil ou peut-être une fidélité absolue à ce qu'elle a toujours été. Une femme refusant d'être regardée lorsqu'elle ne se reconnaît plus dans le regard des autres. Ces 3 derniers mois apparaissent alors comme un temps de resserrement extrême. Le cercle se réduit, le corps parle plus fort que la parole. Les jours s'organisent autour de soins, de repos, d'une attention constante portée à la respiration, à la douleur, à l'énergie restante. Pour une femme qui a incarné la liberté absolue, cette dépendance forcée représente une épreuve intime majeure. Et pourtant, rien ne filtre. Comme si le silence était devenu la dernière forme de contrôle possible. C'est là que le récit prend une dimension plus large, presque universelle. Que faisons-nous, collectivement, face au vieillissement et à la fragilité de nos icônes? Acceptons-nous qu'elles s'effacent sans bruit, ou avons-nous besoin de dates, d'annonces, de certitudes pour nous sentir en paix? Bardot, en refusant toute dramatisation publique,
nous place face à notre propre inconfort. Elle nous oblige à regarder la fin non comme un événement spectaculaire, mais comme un processus lent, parfois invisible, toujours dérangeant. Alors la question demeure, lourde et ouverte, suspendue au-dessus de ces derniers mois éprouvants. Sommes-nous capables d'aimer une légende jusqu'au bout, même lorsqu'elle choisit le silence, la discrétion et l'ombre plutôt que les fleurs et les larmes sous les projecteurs? Et si la question la plus vertigineuse n'était pas ce qui a été dit, mais ce que cela révèle de notre rapport à la fin des légendes? Car le 22 octobre dernier, alors que sa santé déclinait et que les silences se multipliaient, Brigitte Bardot a été confrontée à une scène irréelle, l'annonce publique de sa propre mort. Une rumeur brutale, lancée par un blogueur, affirmait que tout était déjà prêt, jusqu'au cercueil. En quelques heures, l'onde de choc a parcouru les réseaux, réveillant peur, hommages précipités, larmes anticipées. Comme si le monde avait décidé d'écrire la dernière page à sa place. Face à cette violence symbolique, Bardot a fait ce qu'elle a toujours fait quand l'essentiel était menacé. Elle a repris la parole, une parole rare, ferme, presque défi. « Je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence ». Une phrase simple mais lourde de sens. Non pas un démenti médiatique, mais une affirmation d'existence. À 91 ans, affaiblie par de lourdes pathologies respiratoires, elle refusait encore que d'autres décident du moment, de la forme et du récit de sa disparition. Cet épisode n'est pas anecdotique, il dit quelque chose de profond sur notre époque. Nous ne supportons plus l'attente, le flou, l'incertitude. Nous voulons savoir, nommer, conclure, quitte à se tromper. Quitte à transformer une femme vivante, fragile, combattante, en symbole figé, déjà pleuré. Pour Brigitte Bardot, cette rumeur a été une épreuve supplémentaire, devoir rassurer, expliquer, survivre médiatiquement, alors même que le corps demandait du repos et du silence. Dans ce moment suspendu, une frontière invisible a été franchie. Bardot n'était plus seulement une icône vieillissante, elle devenait un miroir cruel de nos angoisses collectives. La voir mourir, même à tort, c'était peut-être tenter d'apprivoiser l'idée qu'un jour, oui, les légendes aussi se taisent. Mais à quel prix? À celui d'une violence morale infligée à une femme qui, toute sa vie, a refusé les rôles qu'on lui imposait. Les semaines suivantes ont renforcé ce sentiment d'entre-deux. La santé restait fragile, les hospitalisations se succédaient, les apparitions étaient impossibles. Et pourtant, rien n'était officialisé, rien n'était scénarisé. Bardot demeurait fidèle à elle-même, pas de mise en scène de la fin, pas de confession larmoyante, pas d'adieu public, seulement cette volonté farouche de rester maîtresse de son temps, de son souffle, de son silence. Alors une autre question s'impose, plus dérangeante encore, pourquoi avons-nous besoin d'annoncer la mort des vivants? Est-ce pour nous rassurer, pour clore une époque, pour transformer l'inquiétude en certitude? Ou est-ce parce que l'idée d'une légende affaiblie, encore là mais déjà absente du monde, nous est insupportable? Dans le cas de Brigitte Bardot, cette fausse annonce agit comme un révélateur. Elle montre à quel point la frontière entre hommage et intrusion est fragile, à quel point l'amour du public peut se transformer en pression, en dépossession ultime, celle du droit d'exister jusqu'au bout, sans être déjà pleuré. Et au fond, la grande question demeure, suspendue comme un souffle. Saurons-nous un jour laisser nos icônes vieillir, lutter et s'effacer à leur rythme, sans leur voler, par anticipation, la dignité de leurs derniers mots? Mais au fond, qu'est-ce qui survit vraiment quand une légende se retire du monde? L'image, le scandale ou le combat qu'elle laisse derrière elle? Car s'il est un héritage que Brigitte Bardot n'a jamais abandonné, c'est bien celui-là. Bien avant que l'on parle de crépuscule, de fin ou d'adieu, Bardot a posé un geste radical, presque incompréhensible à l'époque. Dire stop. En 1973, à seulement 39 ans, au sommet d'une célébrité mondiale, elle quitte le cinéma. Pas d'usure artistique, pas d'échec. Un refus net, définitif, irrévocable. Après 45 films et des dizaines de chansons, elle ferme la porte à ce qui l'a rendue immortelle pour se consacrer à ce qu'elle juge désormais essentiel.
La Fondation Brigitte Bardot naît alors, non comme une parenthèse charitable, mais comme un combat à plein temps. À une époque où la cause animale n'est ni médiatique, ni consensuelle, Bardot choque à nouveau. Elle parle d'abattage, de souffrance, de cruauté ordinaire. Elle montre ce que l'on ne veut pas voir. Elle impose un sujet jugé secondaire dans l'espace public, jusqu'à en faire un débat national. Bien avant les réseaux sociaux, bien avant l'écologie devenue centrale, elle transforme sa notoriété en arme, acceptant de perdre l'amour d'une partie du public pour rester fidèle à sa conscience. Cette reconversion n'a rien d'une retraite paisible. Elle est rude, conflictuelle, solitaire. Bardot ne cherche pas l'unanimité, elle ne la cherchera plus jamais. À la Madrague, sa maison de cœur, elle se coupe progressivement du monde du spectacle, mais pas du monde tout court. Les combats continuent, les prises de position s'accumulent, les polémiques aussi. Controversée pour certains, admirée pour d'autres, elle incarne jusqu'au bout une figure irréductible, incapable de compromis tiède. Là où d'autres polissent leur héritage, elle l'expose à nu, quitte à le fissurer. Ces dernières années, loin des plateaux et des projecteurs, dessinent un autre portrait de la légende, une femme attachée à son territoire, à ses animaux, à une idée très personnelle de la France. Cette fidélité à des valeurs patriotiques assumées, parfois dérangeantes, explique aussi les hommages venus de certains horizons politiques. Lorsque des figures de la droite saluent son parcours, ce n'est pas seulement l'icône du cinéma qu'elles évoquent, mais la femme qui a refusé de se taire. Jordan Bardella, parmi les premiers à réagir lors de rumeurs ou d'annonces, a résumé cette perception en parlant d'une Marianne aimée du peuple, dont la beauté et la force auraient marqué le monde. Mais cette reconnaissance tardive pose une question plus profonde, presque inconfortable. Pourquoi faut-il toujours attendre l'idée de la fin pour regarder l'ensemble d'une vie ? Pourquoi la fragilité, l'âge, la solitude rendent-ils soudain audibles des combats menés dans l'indifférence pendant des décennies ? La Fondation Brigitte Bardot, elle, n'a jamais cessé d'agir. Elle continue, loin des hommages, loin des larmes, à défendre ceux qui n'ont pas de voix. Comme si Bardot avait déjà organisé l'après, sans cérémonie, sans discours, sans besoin de reconnaissance. Alors, face à cette trajectoire, une interrogation s'impose, lourde de sens. Et si la véritable sortie de scène de Brigitte Bardot n'avait pas été celle que l'on redoute ou fantasme aujourd'hui, mais celle qu'elle a choisie elle-même il y a plus de 50 ans, en troquant la lumière contre un combat ingrat, durable et profondément solitaire ? Mais jusqu'où peut aller la liberté quand il s'agit de son propre corps, surtout lorsque ce corps a été toute une vie exposé, jugé, admiré ? C'est à cette question vertigineuse que Brigitte Bardot se retrouve confrontée en 1984, loin des plateaux et des regards, dans un moment d'une brutalité absolue. Cette année-là, le diagnostic tombe, un cancer du sein. Pour celle qui a incarné la vitalité, la jeunesse et une sensualité presque insolente, l'annonce agit comme un choc silencieux. Aucun rideau ne se lève, aucun public n'applaudit. Il n'y a que la maladie, nue, froide, irréfutable. À cette époque, Bardot traverse déjà une phase d'isolement profond. Elle s'est retirée du cinéma, a rompu avec une grande partie du milieu artistique et mène une existence plus recluse, recentrée sur ses combats et sur elle-même. Le cancer ne vient pas seulement attaquer le corps, il réactive une solitude ancienne. Face aux médecins, aux protocoles, aux discours rassurants ou alarmistes, elle écoute, puis tranche. Comme souvent dans sa vie, elle décide seule. Son choix est radical. Elle refuse la chimiothérapie. Pas par ignorance ni par défi aveugle, mais par rejet viscéral de ce qu'elle associe à une violence faite au corps. Elle accepte la radiothérapie, mais pose une limite claire. Des années plus tard, dans les colonnes de Paris Match, elle expliquera ce refus avec une franchise désarmante. Elle parle de la chimiothérapie comme d'un traitement qui, selon elle, détruit autant qu'il soigne. La peur de la chute des cheveux n'est pas anodine. Pour une femme dont l'image a été confisquée, exploitée, comment accepter de voir ce symbole d'identité disparaître encore une fois sous une contrainte extérieure ?
Mais au-delà de l'apparence, Bardot évoque surtout l'affaiblissement général, la perte de vitalité, l'impression d'un corps livré à une mécanique qui ne lui appartient plus. Elle décrit une thérapie qui, à ses yeux, vole aux patients leur dernière parcelle de contrôle. Refuser, c'est alors reprendre la main. C'est dire non à une médecine vécue comme autoritaire et oui à une vision personnelle de la dignité. Ce choix, profondément intime, choque autant qu'il intrigue. Certains y voient une imprudence, d'autres un courage extrême. Mais pour Bardot, il s'inscrit dans une continuité. Toute sa vie, elle a refusé qu'on décide pour elle, ni les studios, ni les producteurs, ni les normes sociales. Face à la maladie, elle applique la même logique. Son corps n'est plus une vitrine, mais un territoire souverain. Ce moment marque un tournant silencieux. Le cancer n'est pas exhibé, pas médiatisé. Il est affronté dans la discrétion, presque dans le secret. Bardot ne cherche ni la compassion, ni l'exemple. Elle avance avec ses peurs, ses convictions et cette certitude dérangeante. Vivre, ce n'est pas seulement survivre à tout prix, c'est rester fidèle à soi-même, même quand le prix est élevé. Alors une question demeure, lourde et sans réponse simple. Quand une icône choisit sa propre voie face à la maladie, devons-nous juger ce choix ou simplement accepter qu'il révèle une autre forme de courage, moins spectaculaire, mais infiniment plus intime? Et si, au cœur de cette épreuve, la vraie question n'était pas de savoir comment on survit à la maladie, mais avec qui on accepte de ne plus être seul? C'est précisément à cet endroit fragile que s'inscrit l'intervention décisive de Marina Vladi dans la vie de Brigitte Bardot. À ce moment-là, Bardot est enfermée dans un face-à-face presque brutal avec son propre corps, ses convictions et ses peurs. Elle a dit non à la chimiothérapie, non à ce qu'elle perçoit comme une violence supplémentaire, mais elle se retrouve aussi confrontée à une impasse. Comment tenir seule, durablement, face à la maladie? Marina Vladi n'arrive pas comme une médecin, ni comme une conseillère morale, elle arrive comme une amie. Une femme qui connaît le prix de l'indépendance, mais aussi celui de l'isolement. Par des mots simples, insistants, parfois fermes, elle parvient à fissurer la carapace. Non pour renier ses choix, mais pour les ajuster. Brigitte Bardot ne cède pas sur l'essentiel. Elle maintient son refus de la chimiothérapie. En revanche, elle accepte une prise en charge médicale plus structurée, un suivi, une vigilance accrue. Ce compromis, loin d'être une faiblesse, marque un tournant intérieur. Pour la première fois depuis longtemps, elle accepte de ne pas porter seule le poids de la décision. Ce moment est décisif. Il ne fait pas de bruit, ne s'accompagne d'aucune déclaration publique, mais il change tout. En 1986, la maladie recule. Brigitte Bardot entre en phase de rémission. Le mot est médical, presque froid, mais pour elle, il sonne comme une respiration retrouvée. Pas une victoire triomphante, plutôt un sursis lucide. La rémission n'efface rien, ni la peur, ni la fatigue, ni la conscience aiguë de la fragilité. Elle laisse une trace profonde, durable, presque invisible, mais déterminante. Dans ses rares confidences, Bardot évoquera cette période comme un temps de confrontation intérieure. Une mise à nu radicale. La maladie agit comme un révélateur. Elle amplifie la solitude déjà présente, accentuée par des années de retrait volontaire, par une existence recentrée sur la madrague, les animaux, et une méfiance croissante envers le monde extérieur. Le corps, jadis célébré, devient un terrain de négociation permanente. Chaque jour est vécu avec une attention nouvelle, presque grave. Cette rémission ne marque pas un retour. Il n'y a pas de renaissance médiatique, pas de comeback, pas de volonté de réinvestir l'image publique. Au contraire, elle renforce une certitude. Brigitte Bardot ne reviendra pas là où elle a choisi de partir. La maladie n'a pas ravivé la nostalgie, elle a consolidé la rupture. Elle confirme que l'essentiel n'est plus d'être vue, mais de rester cohérente avec elle-même. Le silence devient un choix assumé, presque protecteur. Avec le temps, cette épreuve s'inscrit dans un récit plus large, celui d'une femme qui a toujours refusé la facilité. Dire non à la chimiothérapie, accepter un accompagnement grâce à une amie,
traverser la rémission sans en faire un symbole. Tout cela dessine un rapport singulier à la vie et à la finitude. Bardot ne cherche pas à inspirer, encore moins à donner des leçons. Elle vit selon sa propre boussole, quitte à déranger, quitte à inquiéter. Alors une dernière question s'impose, plus douce, mais tout aussi vertigineuse. Et si la plus grande force de Brigitte Bardot n'avait jamais été sa beauté, ni sa célébrité, ni même ses combats, mais cette capacité rare à accepter l'aide au moment précis où l'orgueil aurait pu tout faire basculer. Peut-être que l'histoire de Brigitte Bardot nous rappelle une chose essentielle. Derrière les légendes, il y a des êtres humains, confrontés aux mêmes peurs, aux mêmes choix impossibles, aux mêmes besoins d'amitié et de soutien. Savoir dire non est une force. Savoir dire oui, parfois, en est une autre. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à partager votre ressenti en commentaire. Votre regard compte. Pensez aussi à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour continuer ensemble ces moments de réflexion, de mémoire et d'humanité.